Un an de piraterie. Écrit et conté par Raffadam. Il était une fois un jeune homme de 17 ans du nom de Daniel Rivière. Une bêche à la main, il se releva pour faire craquer son dos et observer au loin. Mais il ne vit rien que son père et sa mère, le dos courbé, et affairés à travailler cette terre sèche et pauvre. Il détourna le regard de cette scène qu'il connaissait trop bien, et vit sa petite sœur, Juliette, assise à même la terre. Elle releva la tête, et ses yeux peinèrent à se fixer sur le visage de son frère. Elle était niaise et inapte au travail, sans doute des suites d'une grossesse difficile et de la malnutrition. Daniel eut un haut-le-cœur, puis tenta de chasser ses pensées par le labeur. Le lendemain, le père alla vendre ses légumes au marché de la ville qu'on apercevait au loin. Il revint vers midi avec son âne, lui donna à boire, puis alla s'asseoir sur une chaise. Il posa quelques écus sur la table et jeta à sa femme un regard de désarroi. Personne n'osait rien dire, pas même Daniel, qui avait toujours eu fort caractère et qui n'avait jamais mâché ses mots. « Nous n'avons pas le sou », finit par dire le père Rivière. « Tout ça ne peut plus durer. »« Étienne, » intervint la mère, « ce n'est pas si mal. Nous ne tiendrons qu'une semaine avec ça. Et après, que ferons-nous ? Nous continuerons à labourer et à cultiver la terre. »« Mais cette terre ne donne rien !» s'écria le père, les larmes aux yeux, une colère adressée à l'adversité et au malheureux sort qui les avait jetés là. Le père posa les yeux sur sa fille. Elle le regardait de ses yeux de travers, la bouche entr'ouverte et la morve au nez. Le père manqua d'éclater en sanglots à bout de force, mais il croisa le regard de son fils. Il allait ajouter quelque chose, mais Daniel déclara : « Tu as raison, père. Cette terre ne sert à rien. J'irai demain à l'aube chercher du travail, et vous n'aurez qu'à vous occuper de Juliette. Je reviendrai bientôt, un sac plein d'or et d'argent. » Son père fut pris d'un léger spasme. Ses lèvres tremblotèrent, mais de sa bouche on ne vit qu'un léger filet de bave. Il se mit à pleurer. Et Juliette vint enlacer son père. La mère, Élise, se joignit à eux, tandis que Daniel constatait avec amertume et rancœur le sort déplorable de sa famille. En ville, l'odeur était insoutenable, intenable. Pisse, sang de bétail séché et effluves en tout genre stagnaient entre les murs des maisons. Tous les 20 mètres, on pouvait voir un mendiant ou une femme allaitée à même la rue. Les bars étaient bondés d'ivrognes, de prostituées, de malfrats et de marins. Les rats et les chiens errants allaient d'une rue à l'autre, de jour comme de nuit, à la recherche de quelques déchets à ronger. Daniel Rivière commença par interpeller les commerçants. « Dis donc, boulanger, dit-il, vous n'auriez pas besoin d'un apprenti ? Va, mon garçon, va-t'en. Je peine déjà à nourrir ma famille. Je suis vif et j'apprends vite, répondit Daniel. Je pourrais t'aider à faire plus de pain, et donc plus de gains. N'insiste pas, gamin, allez, du vent. Va plutôt tenter ta chance du côté de la mine, là-bas. Daniel n'insista pas et s'éloigna. Pour arriver à la mine, il fallait faire la queue. Daniel fit un pas de côté pour voir jusqu'où elle allait, cette queue. Il hésita à doubler les hommes qui se trouvaient devant lui, puis se dit à voix basse : « Bon Dieu, tout ça n'a aucun sens. » Il renonça donc à faire la queue pour obtenir un poste à la mine. Il descendit la grande allée pavée qui allait au port. Tous ces hommes vont travailler 14 heures par jour, 6 jours de suite, pour gagner quelques écus, pensait-il. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir de quoi manger, dormir, puis retourner à la mine, et ainsi de suite. Et sans s'en rendre compte, le voilà au port, où 2 frégates imposantes attendaient. Là, un écriteau. Capitaine cherche équipage, à boire et à manger, de l'or et de l'argent pour les plus valeureux. Et à côté de l'écriteau, assis devant une petite table, un homme imposant, la barbe fournie et les habits propres, happé par sa lecture. Il parcourait du doigt la carte de navigation posée devant lui. « Vous recrutez des marins ?» lui dit Daniel. Celui qu'on appelait Robert Montbars, ou Montbard,
ne prit pas la peine de relever la tête et dit « Tu as une bonne vue ?»« Oui, je crois. »« Qu'y a-t-il d'écrit sur cet écriteau que tu vois là-bas ?» Daniel regarda au loin et vit ce qui semblait être une taverne. Elle était peut-être à 200 ou 300 mètres. Daniel plissa les yeux puis dit « Au chaudron hurleur !» Le capitaine Montbars releva la tête et le jaugea. Il se leva pour mieux apprécier la constitution du jeune homme. En voyant ses mains, il dit « Tu es fils de paysan, n'est-ce pas ?»« Oui, et alors ?» Montbars hésita à le renvoyer d'où il venait, mais l'aplomb du jeune homme l'intriguait. « Tu sais grimper ?»« Oui, monsieur, oui. »« Alors grimpe tout au haut du mât. » Les yeux de Daniel passèrent le long de la passerelle, remontèrent la coque du bateau et longèrent le mât avant d'être ébloui par le soleil. Il déglutit légèrement et réfréna le coup de mou qui gagnait son fort intérieur. « Je grimperai jusqu'aux cieux s'il le fallait, » dit le jeune Rivière avant de monter à bord. Des marins étaient occupés à enrouler des cordages et à charger des tonneaux dans la cale. La plupart ne firent pas attention à lui, mais ils s'arrêtèrent bientôt en voyant l'intrépide garçon se hisser le long du mât. « J'espère pour toi que tu n'as pas le vertige, » dit le capitaine Montbars monté à bord. Mais Daniel se hissait pieds nus et mains nues, prêt à s'entailler la peau contre les cordages épais. Mais vint un moment où les cordages cessèrent, et Daniel ne trouva qu'un mât nu et impossible à escalader. À 10 mètres du pont déjà, il regarda désemparé autour de lui. « Eh bien, jeune fougueux !» dit le capitaine. « Ne grimpes-tu pas jusqu'aux cieux s'il le faut ?» Daniel regarda en bas. Le vertige commença à gagner son corps et on le vit bientôt trembloter. « Reste où tu es, mon garçon! On va venir te chercher. »« Non !» s'écria Daniel. Tout l'équipage levait la tête. Au fond d'eux-mêmes, tous espéraient voir réussir cet enfant du pays. Soudain, Daniel poussa sur ses jambes et se jeta sur le côté. Il tomba sur 2 ou 3 mètres et s'accrocha comme il put à l'échelle de corde, causant l'effroi, puis le soulagement dans l'assemblée des marins. Daniel se cramponna davantage, poussa un cri de rage qui fit sourire le capitaine Montbars, et poursuivit sa folle ascension. Il finit par atteindre la Vigie, à bout de souffle, une sueur froide au front, le long des bras et à peu près sur tout le corps. « C'est parfait, mon garçon !» s'écria le capitaine. « Maintenant, redescends !» Nouvelle sueur froide. Daniel reprit le chemin des cordages en sens inverse, et arriva sur le pont, lessivé, au bout de lui-même. « Dernière question, mon enfant. Sais-tu nager ?»« Oui, » dit Daniel à bout de souffle. « Oui, monsieur. » Et sur ces mots, le capitaine prit fermement Daniel par le col. Le jeune homme tenta de se débattre, mais Montbars mit un bras entre ses jambes et le fit basculer par-dessus bord. Daniel poussa un cri de surprise et tous les marins vinrent voir le gosse plongé à pic dans l'eau froide. Daniel jaillit de l'eau pour reprendre de l'air, puis il se débattit maladroitement pour rester à flot. Ses bras faisaient des gestes désynchronisés et violents. « Lancez une corde à ce pauvre fou !» Mais Daniel cessa de se débattre et il se mit sur le dos, les bras et les jambes écartés. « Tu comptes nager un jour ?» lui lança Montbars. Et sur ces mots, Daniel bougea ses bras et ses jambes en même temps. On le vit flotter à la manière d'un radeau. Montbars ne put réfréner un léger rire, puis ce fut tout l'équipage qui se mit à rire à gorge déployée, tandis que Daniel essayait de rester concentré. « Remontez, jeune homme, » dit Montbars. « Je vous présente votre nouveau mousse. » Daniel attrapa la corde, et on le tira jusqu'à la coque du bateau avant de le hisser à bord. Une fois sur le pont, il s'assit les muscles endoloris et étrangers à de tels exercices. Le jeune homme interpella alors le capitaine. « Où allons-nous, au juste? Et combien de temps va durer le voyage ?» Le capitaine sortit calmement sa lettre de marque et la tendit à Daniel. « Je ne sais pas lire, » dit Daniel avec une pointe d'orgueil. « Ce bout de papier, » dit le capitaine, « fait de nous des corsaires. Il nous autorise à attaquer entre autres les galions espagnols au nom du roi de France. Mais ce n'est qu'un bout de papier, comme tu peux voir. Et quand reviendrons-nous au port ?» interrompit Daniel, peu soucieux de savoir ce qui distinguait un corsaire d'un pirate. Le capitaine se contenta de sourire. Il ordonna bientôt qu'on lève l'ancre. C'est ainsi que Daniel Rivière embarqua à bord du Revanchard. 24 jours plus tard, un chandelier éclairait tout juste assez le bois de la cabine. Assis à son bureau,
Montbars écrivait les toutes premières pages de son journal. « Je suis à la tête de 2 navires, le revanchard et le fidèle. Je suis aussi à la tête de 80 hommes, dont un mousse de 17 ans, fougueux, maladroit, désespéré. Comme nous tous, je suppose. Le gouverneur a déjà bien récompensé mes attaques contre les Espagnols. Mais je sens bien que ma vengeance n'a pas été rassasiée. Et pourtant, il va falloir que je la délaisse pour mieux servir le royaume. Nous n'allons pas simplement voler l'argent et l'or des galions. L'intendant-gouverneur me l'a bien fait savoir. Trouvez l'emplacement des mines de diamants rouges et vous aurez la flotte de Sa Majesté. » Robert Montbars reposa sa plume. Il se rappelait encore l'odeur de la poudre dans le vent. Les canons espagnols avaient éventré sa frégate et la mer s'était chargée du sang de ses hommes. Il avait pu rejoindre le rivage avec 3 marins. Ils avaient observé un instant les planches et les cadavres flotter dans la mer Rouge, puis ils avaient fui à travers jungle. Mais ces rêveries s'estompèrent. Une vague venait de faire trembler le navire de tout son long. Au bruit des planches, on eût même dit qu'il venait de se fendre en 2. Un homme, le visage creusé par les rides et les cicatrices, entra sans frapper et dit « Capitaine, une tempête !» Robert Montbars ramassa son journal et ses affaires à la va-vite, puis les mit dans un coffre scellé au sol. Il remit son tricorne et sortit. Des marins entraient les derniers tonneaux dans la cale et tout ce qui n'était pas nécessaire à la navigation. En quelques secondes, le pont fut désert. « Danny !» s'écria le capitaine. « Reste pas planté là et va vérifier les cordages !» Daniel sortit de sa torpeur et il descendit à l'étage inférieur par une échelle de bois. Il alla vérifier les cordes qui se trouvaient là. Un marin, aussi frêle que lui, portant un cache-œil et de larges vêtements, lui dit tout de go « Regarde comment je fais. Il fait pareil. » Daniel fut un peu étonné par sa voix, douce et dépourvue de toute virilité. Puis il sursauta en entendant le tonnerre au loin. Il s'essaya à la tâche, mais celui qu'on appelait le frêle l'écarta d'une main ferme et s'en chargea lui-même. « Toi qui as de bons yeux, va vérifier que les marchandises sont bien arrimées. » Daniel descendit donc un étage de plus. Il passa entre les cargaisons et regarda à la va-vite l'état des tonneaux et des caissons. Ils semblaient faire corps entre eux et avec le navire. L'essentiel de l'équipage était là, cramponné à une caisse ou un tonneau. Daniel fit quelques mètres de plus, puis il tomba sur le côté sous l'effet du roulis. Il vint s'empaler contre le bord d'une caisse et sentit ses côtes craquer. « Ah !» s'écria-t-il. « Cramponne-toi à quelque chose, gamin !» lui dit un vieux corsaire. Daniel se mit sur ses pieds, puis le tangage le projeta au sol de tout son long. Soudain, il sentit une grosse main le tirer par la jambe. « Viens par ici !» Ni une ni deux, Danny se trouvait contre l'aisselle d'un grand marin. L'odeur était insupportable, mais la tempête ramena bien vite son attention. Danny attendit ainsi, bloqué entre une caisse et un marin, les côtes endolories et la peur au ventre. La luminosité, déjà très faible, laissa bientôt place à l'obscurité quasi totale. On n'entendait plus que les flots contre la coque, le craquement du bois, le vent qui s'engouffrait partout. Et dans le tonnerre, comme par écho, les cris du capitaine restés au gouvernail, avec lequel il faisait corps. « Ha 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 ! N'as-tu jamais vu de meilleur augure, le rageux ?» Le rageux était cramponné à la balustrade qui donnait sur le pont. Il s'était accroché à l'un des poteaux par la ceinture. Le vent chargé de pluie frappait son visage lacéré et stoïque. Il était censé prendre le gouvernail si le capitaine s'évanouissait ou s'il passait par-dessus bord. En un sens, il eût aimé voir le capitaine disparaître dans la tempête. L'occasion rêvée de passer capitaine, pensa le rageux pendant un bref instant. Mais le tonnerre gronda de plus belle et il imposa le silence pour de bon. Le capitaine lui-même cessa de fanfaronner pour admirer humblement le déchaînement des éléments. On vit bientôt la houle se changer en vagues imposantes. L'eau entra de toutes parts pour s'engouffrer dans la cale. Daniel reçut l'équivalent de 100 seaux d'eau sur la tête. Ses cheveux se rabattirent sur ses yeux et il ne vit plus rien du tout. Au moins les odeurs de transpiration se dissipent, pensa-t-il avant de se cramponner davantage. Après quoi la tempête battit son plein et la plupart des hommes se mirent à prier. Les flots s'étaient apaisés et le soleil surgissait par intermittence entre les nuages. Dans les cales, le vomi
et l'urine avait serpenté entre les cargaisons. Mais l'eau de mer qui s'était engouffrée avec force n'avait laissé derrière elle qu'un équipage lessivé et somme toute à peu près propre. Sonnés, endormis ou encore évanouis, les hommes restèrent plusieurs heures inertes avant de pouvoir se relever et rejoindre le pont. Là, le capitaine scrutait l'horizon, le regard vide. La fatigue commençait à ramollir ses os et ses muscles. Le rageux était assis au sol, le dos adossé à son poteau. Il ronflait. Un filet de bave venait mourir dans les poils de son torse. « Le rageux !» s'écria soudain Robert Montbars. « Va donc voir comment vont les hommes. » Le corsaire s'exécuta. Il descendit l'échelle de bois puis passa en silence entre les rangs. La plupart des marins avaient les yeux fermés ou légèrement entr'ouverts. Il s'arrêta au niveau de Daniel et dit « Debout, le mousse !» La jeune recrue sursauta. « Va sur la vigie et dis-nous ce que tu vois. » Le grand gaillard l'aida à se relever et on vit Daniel remonter l'échelle, une main sur les côtes. Le capitaine le vit surgir, en sourit, puis s'évanouit. « Capitaine ! Capitaine !» Le rageux ponctuait ses interpellations par de petites tapes sur le visage de Robert Montbars. Ce dernier finit par se réveiller. « Capitaine ! Des Espagnols. Partout l'or des Andes. Combien de temps suis-je resté inconscient ? 2 jours, capitaine. » Montbars planta son regard dans les yeux porcins et disgracieux du rageux. Il espérait y déceler une mauvaise blague, mais se rappelant que le rageux était dépourvu d'humour et incapable d'échafauder une bouffonnerie, il se leva précipitamment, chancela, puis s'appuya contre le rebord du bureau. « Amenez-moi ma tenue et préparez les canons. » Du haut de sa vigie, Daniel scrutait l'horizon à la longue vue. Montbars alla jusqu'au bord et fit de même. Un galion espagnol de 5 mâts faisait escale sur une île. À vrai dire, il semblait même s'être échoué. « Hissez le pavillon !» s'écria Montbars. « Mon capitaine, dit le frêle, nous n'attendons pas les autres. » Montbars se retourna, puis il regarda l'horizon avec sa lunette. « Non, dit-il, ils sont trop loin. Il faut attaquer tout de suite. » Le rageux lui fit écho et cria « Aux armes !» Une fraction de seconde après, on vit Frêle et tous les autres se diriger vers un point précis du bateau. Les uns vérifiaient les mousquets, les sabres et les cordes à grappin. Les autres, la poudre et les boulets de canon de 24 livres. Daniel descendit de son perchoir pour aider à tendre les voiles et atteindre la vitesse désirée. L'un des corsaires hissait le pavillon rouge. Montbars observait toujours à la lunette. Les Espagnols étaient maintenant tous revenus à bord pour armer leurs canons et riposter. Le capitaine pouvait maintenant les voir, comme s'ils furent à 1 ou 2 mètres. Il rangea la lunette à sa ceinture, dégaina son mousquet d'une main et brandit son sabre de l'autre. Le soleil vint se réfléchir sur la lame et le capitaine s'écria « À mort !» suivi par les cris de guerre de ses hommes. Daniel sursauta et prit un des sabres amoncelés à même le sol. Mais il pesait fort lourd. « Je ne sais pas m'en servir, pensa-t-il. Je peux même pas le soutenir. Comment vais-je tuer un Espagnol avec ça ?» Et au bord du désarroi, il se demanda dans quelle mésaventure il s'était embarqué. Il aurait sans doute pris racine si le grand gaillard aux aisselles ardentes ne l'avait pas interpellé. « Hé, Minot, tu es rapide et agile, pas comme moi. Alors prends plutôt la dague et le mousquet que tu vois là. » Daniel obéit. Il attendit les instructions du gaillard qu'on appelait John Grand Torse, mais un boulet de canon fusa dans l'air et frôla les cordages. Le revanchard changea brusquement de direction, fit une légère boucle sur les flots turquoises et présenta son flanc au galion espagnol. Daniel crut voir le temps se suspendre pendant un bref instant. Le bruit des flots et des goélands cessa, puis ce fut le tonnerre en plein jour. Une première salve de boulets déchira l'air de part et d'autre. Les Espagnols tirèrent un boulet qui vint déloger un canon et les corsaires qui se trouvaient derrière. Le tout traversa la coque et ressortit de l'autre côté en un amas de métal et de chair mêlée, saupoudrant la surface de l'eau de taches rouges et noires. L'un des boulets du revanchard décapita le mât central du galion et l'on vit l'imposante colonne de bois tomber sur un côté, écrasant de tout son poids les cargaisons et les malheureux qui n'eurent pas le temps de se jeter à l'eau. Mais Daniel et les siens ne virent d'abord rien du massacre, car un nuage dense stagnait entre le galion et le revanchard. Un léger vent vint dissiper la fumée, et là, ils le virent, l'or qui se déversait dans l'eau par le flanc éventré. Le capitaine Montbars lança l'assaut, et tous les corsaires sortirent de leur torpeur. Le rageux fut l'un des premiers à lancer sa corde. Le grappin à 4 branches vint se planter profondément dans le bois du galion.
Il mit une dague entre ses dents noircies par un tabac trop fort, remit un peu son froc, puis s'accrocha à la corde et parcourut la dizaine de mètres qui les séparaient du galion avec une agilité surprenante. L'un des Espagnols, sans doute le capitaine, tenta de le déloger de sa corde, mais il ressentit une vive douleur. Il regarda son torse, vit qu'il était transpercé par une pique, puis chercha en face l'auteur du coup fatal. En face de lui, le capitaine Montbars, qui le prenait maintenant en joue. La poudre éclata, et une balle de plomb vint mourir dans le crâne de l'Espagnol. L'homme tomba en arrière, raide mort, et tous les conquistadors regardèrent leur chef de guerre, mais leur orgueil et leur colère n'en furent que plus grands. L'un d'eux exhorta les autres à la vengeance. « Que no quede ni uno !» Qu'il n'en reste aucun. Le rageux monta à bord et lança sa hache d'abordage dans la foule des Espagnols. Mais la hache vint s'encastrer dans une cuirasse, et le conquistador n'en parut pas affecté. Les autres se joignirent à lui, à commencer par Montbars. On entendit d'abord quelques tirs de mousquet, puis celui des lames et des corps à corps. Daniel fut l'un des rares restés à bord des revanchards. Il observait les hommes se battre sur le pont, tellement serrés les uns les autres qu'ils avaient à peine la place d'asséner leurs coups. « Quand j'avais ton âge !» s'écria un vieux corsaire non loin de lui. « J'abordais les navires par les airs. » Et sur ces mots, le vieux loup de mer désigna l'échelle de cordage. Daniel leva les yeux au ciel, puis regarda le vieux qui lui lançait des regards encourageants. Les paroles du vieil homme venaient d'ouvrir de nouvelles perspectives, comme si tout devenait possible. Comme si Dieu lui-même venait de lui octroyer son autorisation. Danny prit l'une des cordes à grappin, puis il grimpa à toute vitesse à l'échelle. Arrivé à mi-hauteur, il lança son grappin sur l'un des mâts encore debout. Le grappin et la corde vinrent s'enrouler autour des cordages. Danny tira un bon coup pour vérifier que c'était bien tendu, prit une grande bouffée d'air, adressa un regard au corsaire de 60 ans, puis se laissa tomber les jambes fébriles. Il fit un magnifique arc de cercle au-dessus du combat rapproché, passa tout à fait le pont, poussa un cri d'épouvante et lâcha la corde pour aller s'étaler dans l'eau peu profonde. Le sable avait amorti un peu sa chute, suffisamment pour qu'il en sorte indemne. Il rabattit ses cheveux trempés en arrière et vit l'imposant galion, prisonnier des sables et des eaux basses. Il regarda autour de lui et vit sur la plage le camp de fortune des Espagnols. La plage était déserte. Il scruta la lisière et ne vit qu'une épaisse végétation. Soudain, des hommes commencèrent à passer par-dessus bord. Les corps inertes tombaient lourdement dans l'eau, puis venaient s'échouer sur la plage. Daniel n'osait plus bouger, pas même devant l'un des corps qui se dirigea lentement vers lui, le visage lacéré et les tripes à l'air libre. Bientôt l'eau turquoise fut aussi épaisse et rouge que du vin. Des bouts d'intestin flottaient autour de Daniel, qui s'efforçait de regarder dans le vide. « Hé, gamin !» cria le frêle de sa voix aiguë. Daniel détourna lentement la tête vers lui. Le frêle avait le visage couvert d'un sang si noir qu'on distinguait à peine son cache-œil. « Ça va, Danny ?» Mais l'apprenti corsaire ne dit rien, abasourdi par la mort violente qui l'entourait de toutes parts. Le capitaine Montbars tendit sa torche pour éclairer la cale du galion. La lumière du feu faisait luire l'argent et les lingots d'or. On devinait en certains recoins des diamants, des perles et des objets précieux que les Espagnols n'avaient pas pris la peine de fondre. Le capitaine Montbars se mit à rire, un rire de jubilation. Il prit Daniel sous son bras et lui dit « Tu vois, Daniel, je t'avais promis fortune. Et je tiens toujours mes promesses. » « Pas vrai ?» Il se retourna et ses hommes s'écartèrent pour le laisser passer. Colmatez la brèche, avant que la mer emporte tout. « Vous avez entendu le capitaine ?» renchérit le rageux. « Bouchez-moi ce foutu trou. » Daniel suivit le capitaine sur le pont. Là, un homme l'attendait. Noblement vêtu, la barbe rasée. « Tu en as mis du temps !»« Toutes mes excuses, capitaine. La tempête nous a emportés au large. Et vous savez bien que je n'ai pas vos talents pour mener le gouvernail. » Montbars dévisagea le commandant du fidèle, avec malice, puis il s'exclama. « Ah, cher Jacques, décoincez-vous un peu. Nous voilà plus riches que le roi. Un galion comme celui-ci, c'est toujours bien escorté, non ? La tempête a dû le désorienter. Ils ont échoué sur ces rivages, sur cette île bénie. C'est un signe, Jacques. Allez aider les autres à charger l'or et l'argent dans les cales. »« Oui, mon capitaine, » répondit Jacques en s'inclinant légèrement. Jacques n'avait rien du corsaire sanguinaire.
Fils de bonne famille, il avait été destiné à la vie de château. Mais son désir d'aventure l'avait emporté, et sa route avait croisé celle de Montbars. Son éducation noble restait toutefois indélébile. Et c'était précisément cela que Montbars chérissait. Parmi les corsaires et dans la piraterie, bien heureux le capitaine qui trouve un homme loyal, à qui confier ses secrets et ses projets de conquête. « John !» cria le capitaine en direction de la plage. « Comment vont les prisonniers ?»« Ils ont quelques requêtes qui nécessitent votre attention !» Montbars alla voir, suivi du Rageux et de Danny. Les Espagnols étaient assis sur 3 rangées. Au total, une 20aine de prisonniers. « Eh bien, dit Montbars dans un espagnol assez bon, quelles sont ces requêtes? Laissez-nous une embarcation. Prenez l'argent, l'or, mais laissez-nous de quoi revenir. » Le Rageux, qui n'avait rien compris mais qui avait les idées claires sur la marche à suivre, fit une suggestion. « Pourquoi ne pas les pendre à ces palmiers, capitaine? Le galion ne pourra pas reprendre la mer. Et ces cordages pourraient bien servir à pendre ces chiens. » « C'est une idée brillante, le Rageux, dit le capitaine, tandis que la poitrine de son quartier-maître se gonflait de fierté. Et ce n'est pas l'envie qui manque. Mais je ne suis pas de ces corsaires-là. Mais capitaine, insista le Rageux, les Espagnols vous ont laissé croupir 10 ans durant dans une geôle. La potence me paraît la moindre des choses. Tu as en partie raison, dit Montbars tout haut pour que le reste de l'équipage entende bien. Ils m'ont laissé croupir. Je pourrais tout de suite clouer leurs intestins au mât, les dépecer. Après tout, nous avions annoncé la couleur. Le capitaine désigna le pavillon rouge qui flottait au vent. Il y eut un silence qui s'apparenta à un malaise général. Les Espagnols tentaient de comprendre la sentence qu'on leur réservait. Montbars s'empressa d'ajouter « Je vais épargner la vie de ces hommes. » Il y eut quelques protestations dans l'assemblée des corsaires. Montbars s'adressa aux Espagnols dans leur langue. « Je vous laisse vivre. Je vous donnerai de quoi boire et manger, mais pas de navire. Vous allez devoir suer pour réparer votre galion, et surtout pour réparer le nôtre, encore qu'il y a moins à faire. Ce seront vos travaux forcés, votre peine, et peut-être les flots monteront-ils assez pour que vous repreniez la mer. » Montbars allait s'éloigner quand l'un des Espagnols, du nom de Francisco de Ojeda, l'interpella. « Cela revient à nous tuer, de la pire des manières. Le galion est irréparable. » Montbars regarda la jungle environnante et répondit « Vous pourrez cultiver cette île, et avec un peu de foi, vous arriverez sans doute à faire flotter ce monstre. » Montbars pointa le galion du doigt. « Dans le pire des cas, je suis sûr que vous pourriez construire un radeau d'envergure. » Et sur ces mots, le capitaine s'éloigna. « Nous devrions pendre ces hommes, » murmura le Rageux aux oreilles du capitaine. « Amenez le Castillan au franc-parler dans ma cabine, » répondit Montbars. « Et allez me chercher ce magnifique pavillon castillan que vous voyez là. » Chaque jour, c'était la même chose. Les prisonniers enchaînés par binôme étaient réveillés aux aurores. On leur donnait de quoi calmer leur faim, puis on les envoyait réparer le galion. Les travaux fussent-ils inutiles, voire totalement absurdes. Le soleil et l'effort les rendaient plus dociles. Ils prêtèrent de moins en moins attention aux cris de leur compatriote Francisco de Ojeda, enfermé et torturé depuis 6 jours déjà. « Capitaine, dit le Rageux, si on continue comme ça, le bougre va rendre l'âme. » Mais le capitaine continuait d'appliquer le fer rouge sur la plante des pieds d'Ojeda. Au 8e jour de cette torture insoutenable, Ojeda finit par révéler l'emplacement de la mine au diamant. On lui apporta une carte pour qu'il confirme l'itinéraire depuis la côte, après quoi on soigna ses blessures avec de l'huile de palme trouvée sur le galion. Le frêle se chargea de la tâche. Il arrêta d'abord les saignements, désinfecta chaque jour les plaies et revenait souvent appliquer l'huile censée soulager le conquistador. Montbars, lui, se réunit sur le pont avec son homme de confiance, Jacques le Fidèle. Puis il lui exposa son plan. « Prends le jeune Danny et frêle avec toi. Ajoute une 10aine d'hommes de plus si tu le souhaites. Mais une fois à terre, j'ai besoin d'un groupe discret et rapide. Je veux que tu vérifies les informations de l'espagnol. » Jacques prit la carte que lui tendit Robert Montbars et dit « Ce voyage pourrait prendre 3 ou 4 mois, peut-être plus, capitaine. »« Je sais, mais il en va de la gloire du royaume de France, mon cher Jacques. Prenez le temps qu'il vous faut. Nous allons nous établir sur cette île. Elle est assez grande pour la culture, et ma foi, nous pillerons chaque navire qui osera voguer dans nos eaux.
Jacques sourit aimablement en prenant soin de ne pas froisser la mégalomanie de son capitaine. Il s'empressa de parler tactique. Nous devrions prendre l'un des Espagnols avec nous. Mon castillan est élémentaire et cet Espagnol pourrait nous servir. Nous devrions aussi nous vêtir comme eux. C'est entendu, Jacques. Voici le pavillon castillan que tu hisseras aux fidèles. Va maintenant prendre leurs vêtements, lave-les, sèche-les. Après quoi vous partirez sans plus tarder. Jacques se chargea lui-même de choisir qui des prisonniers se joindrait à l'expédition. Il observa le groupe des hommes assis sur la plage. 2 d'entre eux semblaient inséparables, sans doute des frères par la ressemblance. « Danny, dit Jacques, tu vois ces 2 hommes là-bas? Prends ton mousquet et ramène-les à bord du Fidèle. Dis à John de t'accompagner. Il se chargera de récupérer les vêtements des autres, d'accord? Si l'un d'eux proteste, égorge-le. Mais essayez de pas tacher les vêtements. » Daniel n'eut pas le temps de protester que Jacques s'en allait fixer lui-même le pavillon castillan aux fidèles. « Le frêle !» cria Jacques dans la cabine. « Cesse de soigner l'Espagnol et viens ici. » Le frêle obéit. « J'ai besoin que tu rapatries toute la documentation du galion sur le Fidèle. Carte, lettres de marque, tout ce que tu veux. Tout ce que tu trouveras de singulier. » Jacques regarda le frêle s'éloigner. Puis il observa le moindre détail du galion, de la poupe à la proue. Il retira du Fidèle les signes ostentatoires de piraterie, à commencer par les étendards et le nom même du navire. Il fit retirer l'inscription au couteau. Si la transformation était plutôt réussie, un observateur attentif aurait au fait de démasquer le leurre. Sur le pont du Fidèle, Danny et 15 autres hommes attendaient l'air grave dans leurs uniformes propres. « Nous partons à l'aube !» finit par dire Jacques. « Nous accosterons par la jungle et prendrons soin d'éviter les ports. Et que viennent faire les 2 Castillans? Très bonne question, John. Aucun de nous parle suffisamment bien le castillan pour passer pour l'un d'entre eux. En cas de contrôle, ils nous seront grandement utiles. Mais ils nous trahiront à la moindre occasion, dit soudain Daniel. Du moins s'échapperont-ils dès que nous aurons le dos tourné? Ces 2-là sont frères, répondit Jacques. Nous menacerons de tuer l'un si l'autre n'obéit pas. Quant à toi, Daniel, tu seras chargé de veiller sur eux avec le frêle, jours et nuits. Jacques s'avança vers le premier Espagnol, un dénommé Pedro, tout juste 16 ans. Il désigna le frère Juan de l'autre côté du pont et dit avec un fort accent, mais non sans clarté. « Si tu désobéis à mes ordres, je jette ton frère à la mer. Entendido ?» Le jeune Espagnol tremblota à la simple idée de voir mourir sa seule famille. Il acquiesça. Jacques alla dire la même chose à Juan et produisit le même effet. Daniel regardait avec nostalgie et tristesse le soleil disparaître à l'horizon. Quelque part par-delà les mers, sa famille. Sur le pont, il y avait des poules volées aux Espagnols. Elles donneraient quelques œufs, puis finiraient par mourir des conditions déplorables à bord. Dans le galion, les corsaires avaient aussi trouvé des chèvres encore capables de produire du lait, et 2 cochons, de loin les animaux les plus résistants aux traversées. En général, on mangeait le cochon en dernier. Quand il ne restait plus rien dans les barils, ni même un morceau de fromage ou un peu de vin pour épancher le mal du pays. Danny s'en alla pleurer dans un recoin de la cale, à l'abri des regards. Sa famille lui manquait terriblement. Il doutait de la revoir un jour. Il avait des puces et son corps le démangeait. Il sentait mauvais. Il commença à ressentir les premiers effets de la dysenterie, à cause de l'eau souillée qu'il buvait à bord. L'eau est une denrée si rare qu'on ne fait pas la fine bouche quand on en trouve. Et quand les vivres viendront à manquer cruellement, que les marins n'auront plus qu'une miche de pain rassis à partager, les carences alimentaires apparaîtront. Et avec elles, le scorbut. Le jeune Daniel commençait à entrevoir la triste réalité de la piraterie. Fin de la première partie.